Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Didier Guillaume réagit vivement après l'interruption temporaire de liaison ferroviaire entre Nice et Vintimille certains soirs. Le ministre d'État a demandé une réunion d'urgence avec la SNCF. Nous nous rendrons ce soir dans les Alpes de Haute-Provence, à Roumoul plus exactement, où la famille de RMC s'était réunie pour célébrer les 50 ans de ses antennes radio. Un anniversaire célébré en présence du prince Albert II. Nous rejoindrons sur place Patricia Navarro et Jean-Charles Alavena, vice-président de Monaco Média Diffusion. Dans ce journal également, nous recevrons Claude Tandil. Il est le président de l'association des rendez-vous de septembre, un congrès mondial sur le marché de la réassurance qui a réuni plus de 3000 participants à Monaco. Nous nous intéresserons aussi à l'essor des conciergeries locatives. Comment fonctionnent-elles et à qui s'adressent-elles? Nous avons enquêté. Le ministre d'État Didier Guillaume a réuni aujourd'hui ses conseillers ministres pour son premier conseil de gouvernement. L'occasion d'aborder les dossiers majeurs de la rentrée qui seront exposés la semaine prochaine à la presse. La mobilité en fera partie. Didier Guillaume a d'ailleurs vivement réagi hier suite à l'annonce de l'interruption des liaisons ferroviaires entre Nice et Vintimille à partir du 15 septembre jusqu'en juin, du dimanche au jeudi de 21h à 6h. Cette suppression de services pour réaliser des travaux sur le réseau ferroviaire a, je cite, profondément choqué le ministre d'État. Même si un quart exceptionnel a été mis en place au départ de Monaco, il s'inquiète des répercussions que cela peut avoir sur les déplacements des usagers. C'est inacceptable, déclare Didier Guillaume dans un communiqué. Nous devons être respectés avec une certaine qualité de service et ne pas seulement être considérés comme des bailleurs de fonds, a-t-il ajouté. Le gouvernement princier a demandé une réunion d'urgence avec la SNCF afin de débloquer la situation. Je vous le disais en titre, le prince Albert II était aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence. Il a effectué une visite en deux temps, une partie historique et patrimoniale en lien avec les sites historiques Grimaldi de Monaco et une seconde partie consacrée à une belle page de l'histoire de RMC. C'est en effet à Roumoul que sont installées les antennes qui ont permis à la radio monégasque d'étendre très largement sa zone de diffusion. Elles avaient été inaugurées en 1974. Avant d'être en duplex avec le vice-président de Monaco Média Diffusion, nous retrouvons sur place Sylvain Péroumal et Patricia Navarro. Patricia, cet anniversaire a donné lieu à une très belle fête. Oui, Émilie, une grande fête de famille. Plus de 200 personnes sont venues de toute la France et de Monaco pour célébrer cet anniversaire, principalement d'anciens salariés d'RMC qui ont contribué aux grandes heures de la radio et un invité d'honneur, le prince Albert II. C'était le 14 juillet 1974. Les émetteurs de Roumoul voyaient le jour. 50 ans plus tard, le prince Albert II a donc pris part à ces festivités. Lui qui a confié avoir été bercé par les soirées football d'RMC et qui garde un œil bienveillant sur ces installations innovantes qui ont permis de porter les programmes radiophoniques monégasques toujours plus loin. Il a toujours regardé devant parce qu'on parle du directeur technique qu'il était à l'origine, et qui a permis de trouver ces solutions qui ont amené RMC au niveau national. Il était aussi avec une vision politique. Nous sommes ici dans le cadre d'un des grands accords franco-monégasques de l'après-guerre. Il a eu l'idée, puisqu'il avait le monopole de la radio et que toutes les radios étaient dites périphériques. Europe 1 émettait de la Sarre, Sud Radio émettait d'Andorre, RTL émettait de Luxembourg. RMC était détenu à 83% par l'État français et il a cette intelligence de comprendre que ça permet de ne pas être tenu par ce monopole et d'être sur le territoire français avec le nom de Radio Monte-Carlo. C'est une dimension politique. Et puis cette dimension très attachée à Monaco, bien sûr, comme vous le savez, ce sont de très nombreuses générations qui se sont succédées. Tout ceci, pour nous, pour mon frère, a été une valeur d'exemple. Les anciens employés d'RMC savent combien cette époque historique et la mise en place de ces émetteurs a changé le cours de l'histoire de la radio, qui a ainsi pu étendre un peu plus son rayonnement. Incontestablement, c'est le média du cœur, puisque j'y ai travaillé plus de 20 ans. J'ai été patron pendant 4 ans, me semble-t-il. Et ce site historique de Radio Monte-Carlo qui nous permettait d'arroser toute la France, pour moi, est très très important. Quand je pense que j'ai passé plus de la moitié de ma vie en haut de ces pylônes de 300 mètres, pas moi, mais ma voix, ça m'émeut quelque peu. Ça a été pour nous très important parce que pendant longtemps, on était la radio du sud de la Loire et d'un coup d'un seul, on est devenu comme les autres, une radio périphérique mais nationale. Avant,
les Parisiens, pour nous entendre, il fallait qu'ils passent Valence. Et lorsqu'ils entendaient Jean-Pierre Léon et Carole à partir de Valence, ils étaient en vacances. Et grâce à ce centre émetteur, ils pouvaient être en vacances toute l'année. Et pour tous, la joie d'avoir partagé cet anniversaire qui les a replongés le temps d'une journée dans l'histoire conquérante d'RMC. On l'a entendu dans ce reportage, ces antennes de Roumoul ont joué un rôle majeur dans le développement de RMC. Le vice-président de Monaco Média Diffusion est en duplex avec nous. Bonsoir Jean-Charles Alavena. Bonsoir. On l'a vu dans ce reportage, la grande famille RMC est toujours aussi soudée et heureuse de se retrouver. C'est impressionnant. Nous avons fait cet événement en s'appuyant sur un certain nombre de contacts et puis les uns ont appelé les autres et nous pensions être une centaine. Nous sommes un peu plus de 200 réunis ce matin et j'ai reçu des témoignages extrêmement émouvants d'anciens de la maison qui pouvaient venir, ne pouvaient pas venir et qui étaient ravis de passer cette journée ici avec nous. Et c'est un bonheur pour nous aussi qui avons croisé ces gens-là en étant enfants, ados, de retrouver des vieux visages. Une journée importante donc, puisqu'on commémore aujourd'hui l'anniversaire d'un site, mais aussi celui d'un très grand accord franco-monégasque. Ce sont les deux, et les deux sont indissociables, effectivement. Une fois que la volonté de la direction de RMC était de trouver des solutions pour couvrir Paris, Paris c'était l'objectif pour multiplier l'audience, les recettes publicitaires, et une fois que Papa, donc directeur technique en charge du projet, a identifié ce site du plateau de Valençol, tout s'est mis en route. Alors on commémore cette réalisation technique, cette réalisation stratégique qui s'est faite dans un délai très court. Les gens m'ont rappelé 18 mois pour construire un émetteur, c'est quand même très fort. Ça, c'est un aspect physique. Et parallèlement, rien de cela n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu un jeu de diplomatie, un jeu de gouvernement pour permettre une chose qui était à l'époque très compliquée, puisque les années 70, la France est sous monopole pour la radiodiffusion. Les radios périphériques que nous connaissons, RTL, Europe, Sud Radio, émettent depuis l'extérieur des frontières. Et les Français et les Monégasques ont trouvé la solution pour signer un accord qui permettait en toute légalité de déployer cet émetteur ici en territoire français. Alors pas si loin de Monaco, on est à 100 km à vol d'oiseau, mais il faut quand même 2h30 pour y venir. Mais à portée et pour rester une radio du Sud. On l'entend, ces antennes ont changé le cours de l'histoire pour RMC. Ces antennes ont totalement changé le cours de l'histoire. RMC était une radio régionale. J'ai cité la radio du Sud. Ça a fait partie des campagnes télé ou des campagnes de pub de RMC à l'époque. RMC, c'était une frontière nord entre Valence et Lyon. C'était une frontière ouest au niveau de Montpellier, donc un grand quart sud-est, la radio des vacances. Et effectivement, la volonté, c'était couvrir Paris. Et en couvrant Paris, on couvrait les 2/3 du territoire à peu près, puisque c'était légèrement au-dessus de Paris. Et sur l'ouest, on était à Bordeaux. Donc c'était cet arc de cercle centré sur Roumoul qui s'est élargi et qui a ouvert un énorme potentiel à la radio. Et quel est le futur de ces antennes maintenant? Comment peut ou va évoluer ce site? Ce site va évoluer. Aujourd'hui, il a déjà évolué puisque ce site a été construit par RMC, pour RMC. Et de fait, pendant un nombre important d'années, RMC a été le monoclient de ce site avec les ondes longues. Bon. Parallèlement, on avait développé une autre début d'activité en ondes moyennes, en ondes courtes pour d'autres clients. Comme on l'a vu, toutes les radios périphériques, et ce n'est pas RMC tout seul, ont techniquement arrêté les ondes longues au début des années 2020 pour des raisons économiques, pour des raisons techniques. Tout le monde a basculé vers la bande FM. Comme aujourd'hui, tous les gens de la bande FM vont basculer vers le DAB numérique à relativement court terme. Donc ce site s'est adapté une première fois en renforçant ses projets en ondes moyennes et en ondes courtes, en maintenant l'activité de toutes les équipes. Et aujourd'hui, on vit une autre évolution technique, c'est-à-dire que ces métiers de l'informatique, des télécoms, de l'énergie, de la radio
sont des métiers dont les frontières sont de plus en plus poreuses. Et donc aujourd'hui, nous travaillons sur des projets qui ne sont plus des projets de pure radio. Je ne sais pas s'il y aura encore dans le futur des projets de pure radio, mais aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un futur à ce site. Je l'ai dit plusieurs fois, on ne fête pas un anniversaire si on n'est pas conscient qu'il y a un futur. Et c'est le cas. Et donc nos équipes ont identifié un certain nombre de projets, ici à Roumoul, ici à la Madone. Je suis désolé pour votre curiosité de journaliste, mais je l'ai dit dans mon intervention ce matin, nous sommes tenus par une certaine confidentialité parce qu'on est dans des phases de tests qui sont avancées, qui sont compliquées. Donc nous avons respecté nos engagements vis-à-vis de nos clients. Nous ne parlerons pas du détail, mais j'espère que début 2025, aujourd'hui les clignotants sont ouverts. Et j'espère, comme l'a aussi dit le président Cota-Lorda, que début 2025, on pourra faire de belles annonces qui conforteront la pérennité de ce site. Et nous reviendrons donc en 2025 pour évoquer ces annonces. Merci beaucoup Jean-Charles Alavena d'avoir été notre invité ce soir depuis Roumoul. Merci beaucoup Émilie. Et je vous le disais au début de ce dossier consacré aux 50 ans des antennes de RMC à Roumoul, le prince Albert II a également profité de ce déplacement pour partir sur les pas de ses ancêtres. La baronnerie de Roumoul avait en effet appartenu à une branche des Grimaldi au XVIIe siècle. Nous y reviendrons dans notre édition de jeudi à 19h. Retour à Monaco avec l'arrivée de la première course européenne de la paix en principauté. 15 coureurs amateurs sont partis d'Allemagne pour parcourir près de 1500 km avec un seul but, celui de véhiculer un message de paix par le sport. Je vous propose d'écouter Lorenzo Ravano, ambassadeur de Monaco en Allemagne. Il est au micro de Christine Datomel. 1500 km, 15 coureurs, 11 jours de course et 5 pays traversés. Donc ça fait une belle course. Ils sont arrivés il y a quelques instants. Ils sont très heureux d'être arrivés jusqu'au bout. C'était parfois difficile, dans des conditions difficiles, soit d'altitude, soit de météo, mais ils ont tenu le coup et leur rêve s'est réalisé en quelque sorte, et grâce, comme d'habitude, à la générosité de Monaco envers ce type de valeurs, nous avons reçu, nous, l'ambassade, tout l'appui de la part du gouvernement et du palais. Intéressons-nous à présent à ce rendez-vous incontournable des spécialistes de l'assurance. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il se dit qu'il s'agit du deuxième événement le plus important que la principauté accueille après le Grand Prix de Monaco. Les rendez-vous de septembre se sont achevés aujourd'hui à l'hôtel Fairmont. L'occasion d'évoquer ce congrès mondial avec notre invité, Claude Tandil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des rendez-vous de septembre. Comment définir tout d'abord votre congrès et quelle importance revêt-il pour la profession ? Écoutez, c'est le principal congrès mondial qui réunit pendant 3 jours tous les réassureurs, tous les assureurs et tous les courtiers de réassurance du monde entier. On a cette année 3400 participants venant de plus de 90 pays. C'est donc un événement majeur. Quand on parle de réassureur, pour mieux comprendre, c'est l'assureur de l'assureur, c'est ça ? Exactement. Les assureurs, comme les particuliers ou comme les entreprises, cherchent des couvertures pour éliminer les risques les plus importants et ils répartissent ces risques sur le marché de la réassurance. Nous sommes donc, les réassureurs sont donc les assureurs des assureurs, tout à fait. Alors, les rendez-vous de septembre marquent le début des négociations annuelles qui vont conduire au renouvellement des traités de réassurance. Comment cela marche concrètement ? Écoutez, c'est un marché. L'ensemble des demandeurs, c'est-à-dire les compagnies d'assurance directe, rencontrent les offreurs, c'est-à-dire les réassureurs, et cherchent ensemble, face aux besoins actuels et futurs des assureurs, les solutions les meilleures, à la fois au plan technique et au plan tarifaire. C'est donc un marché où l'offre rencontre la demande. Et c'est un marché en bonne santé actuellement ? Oui, depuis 2 ans, à la suite de catastrophes importantes, les taux de réassurance ont fortement augmenté, les marchés financiers se sont améliorés et cette année, les résultats des réassureurs sont de très bons résultats et la solidité financière des sociétés de rassurance n'a jamais été aussi élevée. C'est effectivement un secteur en très bonne santé. Et quels sont les enjeux majeurs actuels ? Écoutez, j'en vois 2, il y en a beaucoup, mais les 2 principaux me paraissent à la fois les conséquences du réchauffement climatique et puis l'évolution du coût de la responsabilité civile aux États-Unis.
Les indemnisations explosent et c'est pour faire face à ces deux risques, les événements climatiques et le coût de la responsabilité civile, que la profession de la réassurance est confrontée. Un mot sur la cyberassurance, Claude Tandil. Quelle est sa place dans le secteur? Est-ce que c'est un marché en pleine croissance? Écoutez, c'est un risque nouveau, c'est un risque qui est encore mal connu, mais c'est un secteur en pleine croissance et tous les réassureurs, comme les assureurs, bien sûr, s'y intéressent. La 66e édition des rendez-vous de septembre se déroule en ce moment même, en principauté. 66 éditions déjà. Comment peut-on expliquer la longévité de votre congrès? Écoutez, c'est la preuve que ça correspond à un besoin. Si ce n'était pas un lieu de rencontre unique entre l'offre et la demande, entre les assureurs et les réassureurs, il y a longtemps que cette manifestation n'aurait pas lieu. Et non seulement on en est au 66e anniversaire des rendez-vous de septembre, mais on a déjà programmé les rendez-vous des 3 années prochaines. Donc vous voyez que le succès de notre manifestation est garanti. Il n'y a jamais eu autant de participants que cette année, plus de 3400 participants, je vous l'ai dit, et c'est la preuve, je dirais, de l'importance et de la nécessité de ces rencontres annuelles. Et Monaco reste la plus belle des destinations pour ce rendez-vous? Incontestablement, incontestablement. C'est ce que vous avez évoqué avec le ministre d'État lorsque vous l'avez rencontré en début de semaine? Écoutez, j'ai fait le point avec lui à la fois sur le marché de l'assurance et la réassurance, et je lui ai rappelé l'importance pour la principauté de ce congrès qui est, après le Grand Prix automobile, le deuxième événement le plus important. Par le nombre de participants, nous mobilisons tous les hôteliers de la principauté qui nous réservent un accueil magnifique. Nous sommes très bien accueillis en principauté, nous sommes aidés par la direction du tourisme. Et je tenais à souligner auprès du ministre d'État la qualité de nos relations et notre volonté de continuer à être présent à Monaco. Merci beaucoup Claude Tandil d'avoir été notre invité ce soir. On le rappelle, vous êtes le président des rendez-vous de septembre. Merci. Merci à vous. Et Claude Tandil évoquait l'impact de l'actualité mondiale sur le secteur de l'assurance. Le marché suit peut-être de près l'élection présidentielle aux États-Unis. À 2 mois du scrutin, les 2 candidats à la Maison-Blanche se sont opposés lors d'un premier débat qui a eu lieu mardi soir. D'un côté, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. De l'autre, l'ancien président du pays, Donald Trump. Bonsoir Alexandra Pani, vous êtes notre correspondante aux États-Unis et vous avez suivi très attentivement ce débat. Bonsoir à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison des chroniques américaines qui reprendront tous les samedis comme l'an passé, mais également pour faire un point régulièrement sur les élections aux États-Unis qui se tiendront le 5 novembre prochain, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on débute bien sûr avec, comme vous l'avez dit, le premier débat qui opposait Donald Trump à la nouvelle candidate démocrate Kamala Harris à 55 jours du scrutin, contrairement au débat du mois de juin dernier qui avait en quelque sorte marqué le coup d'arrêt de la campagne de Biden. Kamala Harris s'en est plutôt bien sortie. Selon la plupart des observateurs, elle a été offensive face à un Donald Trump qui s'est vite retrouvé déstabilisé. C'est un débat, Alexandra, qui a failli ne pas avoir lieu car les 2 candidats ont mis du temps pour trouver un accord. Effectivement, les points d'organisation montraient jusqu'à la veille de l'événement la tension entre les 2 camps et notamment la question des micros à couper ou non. Ils l'ont finalement été. L'échange a duré 90 minutes. Il n'y avait pas de propos d'ouverture. Les déclarations finales devaient durer 2 minutes par candidat et l'ordre de ces déclarations a été tiré au sort. Chaque candidat a disposé de 2 minutes pour répondre aux questions, 2 minutes pour les contre-arguments et 1 minute pour les suivis ou clarifications. Oui, justement, Alexandra, quelles ont été les grandes thématiques de ce débat ? Kamala Harris a pris la parole en premier. La première thématique était l'économie et notamment l'inflation, premier sujet de préoccupation pour 50% des Américains selon une récente étude Ipsos. La vice-présidente a rappelé qu'elle est issue d'une famille modeste et a reconnu la pénurie de logements et le coût de la vie trop élevé. Donald Trump en réponse a taclé l'administration Biden au sujet de l'inflation élevée des dernières années avant de rapidement enchaîner avec son discours xénophobe habituel sur l'immigration qu'il répétera régulièrement tout au long du débat.
L'ancien président a d'ailleurs à ce moment-là sorti l'un des premiers mensonges fake news de ce débat, selon lequel des migrants voleraient et mangeraient des chiens et chats de compagnie dans l'Ohio. Au total, à la fin du débat, les experts ont compté 33 mensonges de la part de Trump, contre 1 pour Harris. Autre sujet très attendu, le droit à l'avortement. La vice-présidente porte le combat pour le droit à l'avortement aux États-Unis et a alerté sur la perspective d'un nouveau mandat de Donald Trump. Il va signer une interdiction de l'IVG nationale, a-t-elle prévenu. Donald Trump, lui, défend ses actions et le choix par État de décider d'autoriser l'IVG ou non. Puis il y a eu le sujet de l'immigration, cher à Donald Trump, la question de l'intrusion au Capitole du 6 janvier et du rejet de Trump de sa défaite. Les conflits entre Israël et Palestine, puis en Ukraine, sont également abordés, suivis de la couverture de santé aux États-Unis, pour finir sur la question du climat. Et est-ce que ce débat a un impact concret sur l'élection présidentielle aux États-Unis ? Soyons clairs, les avis sur l'importance réelle de ce débat sont partagés. L'on peut dire que dans la globalité, les réponses ont manqué de fond, mais ce qu'il faut retenir, c'est une véritable joute entre les deux candidats. L'ancien président a rarement été autant malmené et déstabilisé comme il l'a été hier soir par Harris. La vice-présidente a prouvé qu'elle avait sa place dans cette campagne, même si les débats dans l'histoire des élections américaines rapportent rarement des votes. Ils ont permis d'asseoir la crédibilité de la candidate démocrate arrivée en cours de route. Et l'arrivée du soutien à l'issue du débat de la superstar Taylor Swift pourra lui jouer dans la balance selon les observateurs. Kamala Harris, dans la soirée, a finalement défié Donald Trump pour un second débat. Merci Alexandra pour tous ces détails sur le débat de l'élection présidentielle aux États-Unis. On vous retrouve samedi pour votre chronique USA. Dans le reste de l'actualité, l'AS Monaco l'a annoncé hier, John Brown III quitte le club de basket de la Principauté. Pendant 2 saisons, l'ailier américain aura été intraitable sur les parquets face à ses adversaires, portant avec fierté le maillot de la Roca Team. Opéré de l'épaule cet été, John Brown est en convalescence jusqu'en janvier 2025. Le club continuera de le soutenir en travaillant avec le staff médical pour une rééducation optimale. Et puisque l'on parle de sport, nous avons appris aujourd'hui la disparition de Didier Roustan, figure du journalisme sportif. Il avait débuté sa carrière à TF1 avant de passer par Antenne 2, Canal+, puis par la chaîne L'Équipe où il était devenu le pilier de l'équipe du soir. Amoureux du jeu et du beau football, le Canois Didier Roustan s'est éteint à l'âge de 66 ans. Nous avons voulu en savoir plus ce soir sur les conciergeries locatives, véritable soutien pour les propriétaires de biens. Elles sont en plein essor depuis quelques années. Comment fonctionnent-elles et quels sont les services proposés ? Frédéric Elion et Camille Caloni ont enquêté. Déborah, du coup, on a fait dégripper la serrure de celui-là. C'est un secteur en plein boom. Avec la multiplication des résidences secondaires, les conciergeries locatives sont le trait d'union idéal entre propriétaires et locataires, surtout l'été. Un phénomène que l'on observe à Monaco et dans les communes limitrophes. Fondée en 2020, WeCare Conciergerie a vu le jour en plein Covid. Comme beaucoup de gens, j'ai souhaité me recycler et trouver quelque chose qui me corresponde. C'est une conciergerie pour la location saisonnière. J'ai des propriétaires qui me contactent pour gérer leurs biens en location courte durée ou moyenne durée aussi. Voilà. C'est en général des gens qui ne sont pas sur place, mais il y a aussi des gens qui sont sur place. Avec son assistante Déborah, Sarah s'occupe de toute la partie organisation et administrative, avec notamment la liaison entre les hôtes et les voyageurs, ou la création et la gestion des annonces en ligne. Avec les équipes de ménage, concierges et intendants, 13 personnes œuvrent au quotidien sur des biens à Beau-Soleil, Roquebrune, Menton et Cap-d'Aille. On offre tous les services qu'il y a derrière, c'est-à-dire la communication avec les guests, les entrées, les sorties, les ménages. Bien sûr, on vérifie à la sortie du voyageur que tout soit nickel. Et s'il y a besoin, on fait des réparations, on fait des petites réparations, parce que j'ai des bricoleurs dans mon équipe. 55 biens au total sont à la location lors de la période estivale. Ils étaient quasiment tous loués.
Place à présent à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Vous le savez, régulièrement sur notre antenne, nous mettons en valeur les restaurateurs, les artisans et les commerçants qui font rayonner la principauté. Coup de projecteur ce soir sur une véritable success story familiale, Crescinda. Et oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le quartier historique de la Condamine pour parler d'une institution qui s'est installée ici en 1957. Elle a été élue meilleure boulangerie de Monaco il y a quelques années de cela. Nous parlons bien sûr de l'Épidore. La fameuse histoire de l'Épidore a débuté le 1er octobre 1958 avec papa, maman et mémé. Et donc, depuis 66 ans, on est à la barre de ce vaisseau. Et alors, c'est une véritable histoire de famille. Tout à fait, 4 générations. Ma grand-mère, mes parents, mon frère et moi, et maintenant mon fils. Et voilà, nous espérons encore perdurer dans le temps comme ça. Alors, des anecdotes durant toutes ces années? Ouf, il y en a tellement qu'on pourrait écrire une Bible. Des anecdotes, alors mis à part la princesse Grace qui venait faire ses courses dans les années 60 et puis de fameux pilotes de Formule 1 qui venaient prendre des croissants en bas dans le four à l'Épidore et puis tous les noctambules monégasques après les sorties de nuit, de boîtes de nuit, venaient prendre les croissants et les pains au chocolat à la rue Princesse Caroline. Alors comment on débite autant, parce que vous êtes quand même l'une des boulangeries les plus grosses de Monaco? Bien, c'est très facile. Nous avons 30 employés qui travaillent vraiment avec leur cœur. Et mon petit frère qui fait les productions, les quantités, et nous qui vendons. Alors combien à peu près de quantités vous faites par jour? Beaucoup. En fait, on a les 3 magasins, les Pieds d'Argent, la boulangerie moderne au Moneghetti et puis ici. Donc en gros, on est sur à peu près 1500 baguettes par jour, pour donner que l'idée d'une baguette. Familial certes, mais aussi convivial, car ici à l'Épidore, nous pouvons nous retrouver par exemple tous les matins ou durant l'après-midi pour déguster une pâtisserie ou tout simplement pour boire un café. L'établissement vous accueille du matin jusqu'au soir. Et vous avez peut-être reconnu dans ce reportage Franck Phillips, ancien pilote de rallye mais aussi consultant auto pour Monaco Info. Nous le retrouverons en janvier pour le rallye Monte-Carlo. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo avec Crescinda Thomel qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Crescinda, quelle est la tendance pour la journée de jeudi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, la carte météorologique se partagera entre le gris et le bleu. À prévoir, attention, en fin d'après-midi, une possibilité d'averse. Les températures ne dépasseront pas les 23 degrés. Et puis demain, sinon, nous fêterons les Apollinaires. Merci Crescinda et merci à vous pour votre fidélité. Ce journal est à présent terminé, mais l'information se poursuit sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On se quitte en images avec les sites que vous pourrez découvrir ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui a pour thème cette année route, réseau et connexion. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.